Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Rial, PDG du groupe Voyageurs du Monde, coté à la Bourse de Paris. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez rouvert mi-juin l'intégralité de vos agences, on est très heureux pour vous. Comment ça démarre? Enfin, plus que démarrer, les réservations, ça donne quoi? Est-ce que l'envie de partir en vacances des Français, elle est là, elle est réelle, elle est manifeste, elle est tangible? Elle est très forte, l'envie des Français de voyager. Je dirais qu'on est à des niveaux d'activité sur nos réservations qui sont supérieurs à ceux de 2019 sur les 6 dernières semaines, par rapport à mai et juin 2019, au même moment, pas de 2020, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. On fait des réservations qui sont du même niveau, voire supérieur. C'est au-delà de ce que vous imaginiez? C'est au-delà de ce que vous avez escompté, de vos attentes? Vous savez, non, c'est à peu près ce que j'estimais, parce que je savais que l'appétence des voyages était dingue, que les gens voulaient vraiment voyager beaucoup. Et même si on a à peu près que 30% des destinations ouvertes, parce que c'est ça, la réalité des choses, eh bien, vous êtes à un niveau d'activité équivalent, parce que les gens sont extrêmement motivés pour voyager et se concentrent sur quelques pays. Même si, attention, on est sur une période qui n'est pas la période la plus élevée de l'année en termes de réservation. Les périodes les plus élevées de réservation, généralement, c'est plutôt le premier trimestre de chaque année. Sur ces périodes-là, on est déjà en fin de saison de réservation, donc c'est beaucoup plus faible. Et donc, ces chiffres sont à relativiser, parce qu'ils portent sur une période qui est courte et sur des saisons qui est... je dirais, pas la plus importante. Et si on est aujourd'hui à 120% de réservation, ou à plus 20% de réservation, pour faire plus simple, par rapport à 2019 sur les 6 dernières semaines, en cumul, on est très, très, très bas. C'est-à-dire que sur l'été, par exemple, on devrait faire un été qui va tourner autour de 30-35% de ce qu'on faisait d'habitude dans une année normale. Ah ouais, donc le rattrapage n'y est pas. Enfin, je veux dire. Ah mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas rattraper 4 mois à zéro. C'est pas possible. 4 mois qui sont les plus gros mois de l'année, si vous voulez. Donc vous êtes à aujourd'hui plus 20, plus 25 en temps réel par rapport à l'année 2019. Mais en cumul, vous êtes à 30%, 35%, voilà. Donc ça ne sera pas une belle saison d'été. Et c'est tout à fait normal, c'est mathématique. Voilà. Et les Français, globalement, on l'a entendu, mais c'est vrai... Les Français, globalement, ils ont énormément envie de voyager. En France, essentiellement, ils vont rester dans l'Hexagone, les Français. Alors, ils plébiscitent de nouveau cette année. L'histoire de la France, c'est purement technique. C'est pas que les Français, ils ont envie de voyager en France. D'abord, ils voyagent chaque année, dans une année normale, énormément en France. L'été, c'est plus de la moitié des gens qui voyagent en France, normalement. Évidemment, cette année, c'est beaucoup plus, mais c'est pour des raisons techniques. Jusqu'à mi-mai, 6 mai, ou j'ai oublié la date, 9 mai, je crois, on leur a expliqué qu'ils pouvaient aller nulle part ailleurs qu'en France. Donc, ils ont pris leur disposition, ils sont organisés, et les voyages en France, évidemment, ont un très grand succès. Mais comme je dirais, tous les voyages intérieurs de tous les pays européens, c'est vrai pour les Espagnols et pour les Italiens. Et quand on entend beaucoup de professionnels du tourisme dire que la saison s'annonce exceptionnelle, qu'il y a de quoi avoir le sourire, etc. En fait, quand on vous écoute, pas tant que... Enfin, on est partagé. Non, oui et non. C'est-à-dire que je pense que la saison sera exceptionnelle pour, je dirais, la France touristique côtière et des campagnes. Parce que la France étant une destination refuge pour les Français, elle va très très bien marcher. C'est pas du tout le cas pour Paris. Vous savez que je suis aussi le président de l'Office du tourisme de Paris. On va en parler. Paris, clairement pas, parce que Paris n'a pas bénéficié de ce report parce que tout simplement la destination Paris n'est pas à une haute saison du tout l'été, au contraire. Donc Paris souffre, Paris remonte mais souffre. Et quant à ce que je représente, moi, en tant que PDG de Voyageurs du Monde, là, on parle des voyages des Français à l'étranger, sachant que, bien sûr, nous vendons des voyages des Français en France, mais ce n'est pas notre activité principale. Oui, les deux tiers de votre Français activité. À l'étranger, elle reprend très fort, très, très fort. L'envie est très forte, mais le retard cumulé ne se rattrape pas. Ce n'est pas possible, ou alors marginalement, si vous voulez.
Les destinations les plus prisées pour ces Français qui veulent aller en dehors de France, c'est les classiques, c'est la Grèce, c'est l'Espagne, c'est l'Italie Alors, ou pas? les destinations les plus prisées en ce moment, ce sont effectivement la Grèce, très très fort, l'Italie qui domine, mais il y a quelques autres surprises, Ouais. comme par exemple la Polynésie, la Tanzanie, le Mexique. Comme on a aussi le droit de voyager dans les pays hors Union européenne quand on est vacciné, hein, et que les pays vous accueillent, eh bien, il y a ces destinations-là qui tirent leur épingle du jeu. Quels sont les pays qui Voilà. sont aujourd'hui qui sont fermés aux touristes français? Bah, la plupart des pays asiatiques, déjà. Ouais. Donc ça simplifie quand même un peu la carte mondiale. Pas mal de pays d'Amérique latine, mais du point de vue français, hein, donc Brésil, Argentine, Chili, tout ça c'est fermé du point de vue français. Ouais. L'Afrique du Sud, c'est également fermé du point de vue français, alors que l'Asie, c'est plutôt fermé du point de vue des Asiatiques, hein. C'est à part le sous-continent indien où les Français ne veulent pas qu'on aille. Et puis vous avez bien sûr toute l'Amérique du Nord. Ah justement, et alors? On espérait une réouverture États-Unis-Canada pour cet été. À mon avis, elle n'aura pas lieu avant la rentrée. Ça semble mal parti. Donc, vous avez quand même une carte du monde qui est très, très restreinte, hein. En gros, on peut voyager dans les pays verts, donc en gros l'Union européenne, parce que les autres pays verts ne nous accueillent pas, à part le Liban, Israël, etc. Et encore Israël que dans un mois. Vous voyez, par exemple, du point de vue français, la Nouvelle-Zélande, c'est vert. Et le Japon, pareil. Sauf que ce sont des pays qui ne veulent pas nous accueillir. Donc, vous pouvez voyager dans toute l'Union européenne, plus les destinations mondiales qui vous acceptent si vous êtes vacciné. Voilà. Et on se dit que quand on entend toutes ces règles, encore une fois, que ce soit du côté français ou côté étranger, qui s'imposent aux Français qui veulent voyager justement hors des frontières, ben on se dit que c'est un frein aussi. C'est peut-être ce qui fait qu'on reste en France, non, ou qu'on reste en Europe. Le pass sanitaire européen qui sera opérationnel demain. Ouais, moi je crois pas du tout à ça. La preuve, c'est que depuis que c'est ouvert, sur à peine un tiers des destinations, on fait plus que sur 100% des destinations. Donc c'est un frein administratif, psychologique, mais en pratique, c'est pas un très gros frein, hein, les chiffres le montrent. Par contre, si vous voulez, ça permet pas de rattraper le retard qui a été accumulé. Mais si vous raisonnez en temps réel des réservations, on est au niveau des activités de 2019. Alors après, est-ce que ça va durer? Oui. C'est ça la question. Merci, vous me devancez. Est-ce que ça va durer parce qu'il y a ce variant Delta qui ne vous a pas échappé? Est-ce que ça peut gâcher la saison touristique? Ça peut gâcher les vacances d'été, ce variant Delta? Non, moi je ne crois pas du tout à cette histoire parce que pour l'instant, il ne touche pas en termes de conséquences graves les gens vaccinés, hein. C'est-à-dire que les gens vaccinés qui sont touchés par le variant Delta, ils sont globalement asymptomatiques ou avec des symptômes mineurs. Par contre, ça montre à quel point il est urgent d'augmenter la vaccination tous azimuts, quoi. C'est clair. Par contre, ça va freiner la réouverture de certains pays qui voulaient. Par exemple, moi, je pense que les États-Unis, s'il n'y avait pas eu de variant Delta, seraient déjà ouvertes aux Européens. Ouais. Après, certains disent, vous ne serez peut-être pas d'accord là-dessus, hein, mais je ne sais pas, mais que cette réouverture des frontières et des voyages, notamment à l'international, c'est ce qui risque justement de faire repartir l'épidémie. Oui, alors je connais ce discours par cœur. C'est vrai que je le trouve parfaitement inadéquat dans le sens où vous avez toujours eu les frontières terrestres ouvertes, non contrôlées, qui représentent 90% des entrées en France. Mais vous avez raison, on se focalise uniquement sur les aéroports, mais en fait, le gros des entrées... Sur les aéroports, c'est le seul endroit où on peut justement tout contrôler. Donc, sauf que c'est 20%, 10% des entrées sur le territoire. 20%. 20% par les aéroports à peu près. Mais surtout, ce qui est intéressant dans les aéroports, c'est que c'est ce qu'on a proposé depuis le début aux autorités, qui nous ont d'ailleurs partiellement suivis. On peut tout contrôler dans les aéroports, à l'entrée et à la sortie. Alors que les entrées terrestres, vous ne contrôlez rien du tout, ou de façon totalement marginale, parce que les flux sont trop grands. Donc, si vous voulez, cette histoire de fermeture des frontières internationales aux aéroports est une mesure qui, sur le plan d'efficacité technique, paraît tout à fait inadaptée. Elle est à la fois politique et cosmétique, à vous écouter. Voilà. Je n'ai pas osé le dire, mais vous l'avez dit à ma place. Je l'ai senti.
Vous êtes, encore une fois, vous êtes nommé président de l'Office du tourisme de Paris, c'était au mois de mars. Est-ce qu'au-delà de Paris, les touristes reviennent en France? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, les touristes reviennent en France, très très clairement, mais comme les Français partent à l'étranger, hein, c'est-à-dire que depuis que la France a déconfiné, a réouvert ses restaurants, etc., les touristes reviennent en France, c'est très clair, particulièrement les touristes européens, mais pas que, il commence à y avoir quelques Américains, parce que les Américains, ils ont le droit de venir, voilà. Maintenant, encore une fois, ça va pas rattraper le retard des touristes étrangers qu'on a eu. Hein. Ouais, qu'on donne les chiffres sur Paris, je crois que c'est 30 et quelques millions, c'est 35 millions en général 2019 de touristes à Paris. Écoutez, sur l'été, d'habitude, Paris, c'est 10 millions. Vous voyez, ouais. Je pense qu'on en aura 5, donc c'est pas mal, quand même. Ouais, contre combien contre l'an dernier, quasiment rien, quoi. Contre l'an dernier, 1,5, 2. Vous voyez, donc c'est quand même en progression. Vous voyez, alors qu'on n'a pas les Japonais, qu'on n'a pas les Chinois, que les Américains, bien sûr, c'est très tardif, qu'on n'a aucun Anglais. Hein. Les Anglais, c'est très lourd, hein, les Anglais. Hein. Donc, c'est quand même pas mal, vous voyez, mais sauf que c'est des touristes, ça. Et Paris souffre d'un autre problème qui est très spécifique à Paris, dans les voyages des étrangers vers la France, c'est que Paris a une activité sur le tourisme d'affaires qui est considérable. Près de la moitié de ses visiteurs, c'est du tourisme d'affaires. Et ça mettra plus de temps à repartir. Mais ça repartira. Il y a un vrai sujet hein, sur le tourisme d'affaires. Ça repartira. Oui, bien sûr que ça repartira. Mais vous avez plusieurs types de voyages d'affaires. Vous avez les voyages d'affaires qui sont des voyages classiques, d'individuels ou de petits groupes, qui repartiront, je pense, assez bien et assez vite, même si les techniques Zoom, Teams vont réduire un peu la fréquence de ces voyages, c'est sûr. Il y a la chaire Pégase à Montpellier qui a sorti une étude très intéressante là-dessus qui dit que ça va les baisser d'environ 30%. Bon, moi je pense que ce sera un peu moins, mais ça va les baisser, c'est certain. Et puis par contre, il y a tous ces grands salons, ces gros porteurs. Et là, moi, je pense que ça va plus souffrir parce que il faut que toutes les destinations en même temps soient ouvertes. Il y a des modes de communication pour les secteurs qui sont devenus de plus en plus différents. Je vois dans les voyages, les salons touristiques, c'est quand même pas le produit le plus génial pour faire la promotion d'un pays ou d'une destination. Il y a d'autres outils de communication. Donc, je pense que les gros congrès vont continuer d'exister, attention, hein, mais ils vont probablement souffrir et ils doivent probablement se réinventer ou inventer des systèmes mixtes, vous voyez, où vous avez à la fois du physique, du à distance. On appelle ça du phygital. Ouais, moi j'appelle ça l'hybride, quoi. Mais, c'est ça. C'est sûr que là, il y a des incertitudes, parce que les habitudes qui ont été prises pendant le confinement ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ouais. Et ce tourisme de masse, est-ce qu'il survivra pour vous à cette pandémie? Ce qui ferait bien vos affaires, soit dit en passant, parce que quelque part, vous faites des voyages sur mesure, donc quelque part, la crise pourrait renforcer, je vous pose la question, votre modèle, quelque part, non? Alors, à long terme, probablement. À court terme, je ne crois pas du tout. Vous ne croyez pas à quoi? Je ne crois pas du tout que le tourisme de masse va disparaître et que mon secteur va être renforcé à court terme. Parce que je pense que la frénésie des voyages va être terrible, va être très très forte. Et donc, pendant plusieurs années, la frustration de ne pas avoir pu voyager pendant presque 2 ans va prendre le dessus. Par contre, probablement qu'à long terme, la prise de conscience écologique va se traduire dans les votes et dans les pouvoirs, et que donc, effectivement, on imposera au tourisme, comme on l'imposera à tous les secteurs d'ailleurs, hein, le tourisme n'est pas spécifique là-dessus, des modes de développement qui sont plus en harmonie avec ceux de la planète. Ça ne veut pas dire que le tourisme populaire disparaîtra, attention, parce qu'il ne faut pas mélanger tourisme de masse et tourisme populaire. Dans les années 70, on faisait du tourisme populaire, de façon fantastique, avec des personnages emblématiques comme Jacques Maillot ou Gilbert Trigano. On est passé du tourisme populaire au tourisme de masse. On pourrait tout à fait faire marche arrière et permettre à un tourisme populaire d'exister sans qu'il soit de masse. On n'est pas obligé de mettre tous les gens au même moment, au même instant, au même endroit. Voilà. On peut parfaitement les répartir de façon plus intelligente et éviter de construire 50 hôtels les uns à côté des autres et les répartir de façon plus intelligente. Donc, on n'est pas condamné au tourisme de masse, et le tourisme de masse n'est pas forcément la seule solution intelligente qu'on peut proposer, je dirais, à ceux qui ont des budgets plus limités pour voyager. Voilà.
C'est mon point de vue, mais je pense que ça mettra plutôt 5 ans à 10 ans à se mettre en place, tout ça. Quelle différence de budget d'ailleurs? Quelle différence de budget? Tout ce discours post-Covid en disant que le tourisme va changer grâce au Covid et que c'est terminé le tourisme de masse, bon, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. En termes de budget, Jean-François Rial, en termes de budget, juste pour qu'on compare les budgets des Français en moyenne par rapport au budget de ce que les clients dépensent chez vous, quelle différence en termes de budget, qu'on comprenne bien? Vous voulez dire post-Covid ou... Non, là, aujourd'hui, oui, ou post-Covid. Écoutez, c'est prenez très juste les simple, montants, les masses en jeu. Non, mais si vous voulez, comme il y a une frénésie d'achat de voyage qui est liée à la frustration du fait qu'ils n'ont pas consommé de voyage, eh bien, vous avez une augmentation assez forte des budgets des clients qui voyagent. Par exemple, vous savez, on parle beaucoup des avaloirs qui ont été mis en place pour les gens qui n'ont pas pu voyager pendant la pandémie, qui avaient des acomptes chez les voyagistes, et donc qui les consomment en ce moment pour pouvoir les utiliser. Eh bien, ce qu'on constate chez nous, dans toutes nos marques, quels que soient les styles de budget, des budgets les plus élevés chez Voyageurs du Monde, des budgets les plus modestes, par exemple chez Nomade Aventure, eh bien, vous avez une augmentation de la consommation de ces avaloirs. C'est-à-dire qu'en fait, les gens avaient un voucher de 100, ils consomment 120. Ouais. Donc, ça montre bien à quel point les gens sont motivés pour voyager. Pour Voyageurs du Monde, encore une fois, la vraie reprise, ce sera 2022. Je rappelle que votre métier, c'est de vendre des séjours hors de France, hors d'Europe. C'est 2 tiers de votre activité. Pour vous, la vraie reprise, c'est l'an prochain? Je ne sais pas. Moi, je dirais plutôt 2023 parce que on est, comme vous l'avez très justement souligné, on est très long courrier. Que je pense que l'Asie et l'Amérique latine vont ne pas réouvrir dès janvier 2022 sur tous les pays et toute l'année. Donc, je pense qu'on va avoir un rebond significatif en 2022 par rapport à ce qu'on va faire en 2021 et surtout ce qu'on va faire en 2020 qui était minable. Mais je pense que la vraie reprise pour nous, c'est la vaccination mondiale. C'est-à-dire qu'il faut que le monde entier soit vacciné. Ouais. Et on en est quand même loin. Oui, ok, oui. Donc, moi, mon pronostic, c'est qu'on va être en activité pleine et complète, non pas en 2022, mais en 2023. Néanmoins, 2022 risque d'être assez bon parce que, malgré, moi, j'estime que, vous voyez, aujourd'hui, on a 30% des destinations ouvertes. J'estime qu'en 2022, on fera plutôt les 50% en termes de, non pas de nombre de destinations, mais d'équivalent de chiffre d'affaires potentiellement ouvert. 30% des destinations ouvertes hors d'Europe, vous voulez dire? Non. Hors de France. Europe comprise. Europe comprise. Et hors d'Europe, pardon, je vous coupe, hors d'Europe, quelles sont les destinations les plus prisées, encore une fois, des Français hors d'Europe aujourd'hui? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la Polynésie, la Tanzanie. Ah, c'est ça, c'est cela, d'accord. Okay. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense qu'on aura plutôt 50% des destinations qui seront ouvertes en termes d'équivalent de chiffre d'affaires en 2022, mais qu'on fera probablement plus en chiffre d'affaires parce que les clients, évidemment, vont se concentrer dessus. Alors, combien de plus on fera dans le chiffre d'affaires que ces 50%? Si mon hypothèse de 50% des destinations ouvertes, d'ailleurs, est vérifiée, je n'en sais rien. C'est ce qui fait que vous ne faites pas de prévision financière pour cette année. Je crois qu'en octobre dernier, vous aviez évoqué 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est mission impossible aujourd'hui de faire une prévision. Vous aviez fait, je crois, en octobre dernier, une prévision de chiffre d'affaires de 300 millions pour 2021. Ça paraît... Ça m'étonnerait qu'on ait fait une prévision de chiffre d'affaires en octobre dernier. Ça, je ne crois pas du tout qu'on ait fait ça. Alors, j'ai peut-être une fausse information. Non. On a donné des chiffres peut-être d'estimation, de calcul de points morts, mais en tout cas, ce n'est pas ça, donc ça ne peut pas être ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, faire des prévisions de chiffre d'affaires dans le contexte actuel, franchement, c'est assez ridicule. Aujourd'hui, nos seules façons de raisonner, c'est qu'est-ce qu'on doit faire comme chiffre d'affaires pour atteindre notre point mort. Voilà. On raisonne à l'envers, si vous voulez, pas dans une activité normale. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'on a des énormes réserves, on a des gros fonds propres, on a fait une opération récemment d'augmentation de capital majeure. J'allais en parler. Donc, on a tout à fait le temps pour attendre. Et quand même, soyons aussi objectifs et justes, le gouvernement, avec le chômage partiel et les aides aux charges fixes, entre autres, vous avez évité de licencier. nous a quand même énormément aidés. Donc, voilà.
Également 2 PGE de 50 millions d'euros que vous avez souscrits pendant la crise. Oui, oui, on a 2 lignes qui font au total 50 millions d'euros. On a déjà remboursé à peu près la moitié parce qu'on a fait cette augmentation de capital et qu'on n'en a pas vraiment besoin. On a gardé 20 millions ou 18 millions, je ne sais plus, Qui ne sont pas qu'on utilisés. pourrait ou pas rembourser à la fin de l'année. On a évidemment largement les moyens de les rembourser. Hein. On a une trésorerie qui est colossale, qui dépasse les 200 millions d'euros. Mais voilà, on va peut-être les garder au cas où on ait des opportunités intelligentes d'acquisition et de consommation de notre trésorerie. Il y a l'arrivée de ce fonds américain. Pardon ? Il y a ce fonds américain, Certares, c'est ça, avec cette levée de fonds que vous évoquiez, c'est 130 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles. L'opération est en cours, d'ailleurs, les obligations convertibles ont été émises, elles sont en train d'être souscrites par le marché. Ça a l'air de bien fonctionner. On est en train de finaliser complètement cette opération. Elle devrait être terminée, je pense, définitivement autour du 15 juillet. L'objectif, c'est le cap à l'international, c'est ça? C'est accélérer sur l'internationalisation? Développer nos concepts très forts du voyage d'aventure et du voyage sur mesure à l'international et en particulier sur les marchés anglophones. D'accord. Où il y a de la compétition, j'imagine. Bien sûr, il y a de la compétition. Mais en même temps, on a des spécificités assez particulières et donc on a de quoi tirer notre épingle du jeu sur ces marchés. Bon, on en reparlera d'ici là. 80% de vos clients sont français. Vous voulez descendre à 50% d'ici à 5 ans, c'est ça, hein? Oui, on peut toujours dire ça. On va essayer. C'est à vous de le dire. Hein. On va essayer, on peut faire plus, on peut faire moins. Vous savez, c'est le genre de truc... je ne sais pas bien ce que ça vaut, quoi. Vous savez, si la clientèle française se met à croître très très fort, on sera très content aussi. Hein. Bon. On ne va pas s'en priver. Hein. Prenez les clients là où ils sont, et vous avez raison. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Rial, donc, PDG du groupe Voyageurs du Monde, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir.